Je suis Christine Roland, directrice de l'association Asthme et Allergies, et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Nous sommes accompagnés de Dorian Chériou, qui est vice-président de l'association représentant les patients, qui est lui-même asthmatique sévère, allergique assez sévère aussi. Et notre expert ce soir est le docteur Sophie Silcray-Grieux, allergologue à Paris, qui va nous faire une présentation sur ces allergies cutanées, l'eczéma, l'urticaire. On verra si ce qui est allergique et ce qui ne l'est pas. Dans tous les cas, elle va nous expliquer ce qui se passe lorsque la peau réagit. Et bien entendu, le docteur Silcray-Grieux sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Madame le docteur Sophie Silcray-Grieux, c'est à toi. Merci, Madame Roland. Eh bien, merci de m'accueillir une fois de plus dans l'association pour ce webinaire. Alors, ce thème de la peau et des allergies est un thème très vaste. On a beaucoup de choses à dire. On va voir que tout ce qui est allergique ne concerne pas la peau et que tout ce qui concerne la peau n'est pas allergique. Et je vais essayer de vous y faire voir un petit peu plus clair. Alors, pour commencer, puisqu'on parle d'allergie, parce que je suis allergologue, et comme à chaque fois, je crois, on va faire un petit rappel de ce que c'est qu'une réaction allergique. Une réaction allergique, c'est une réaction immunitaire, toujours. C'est-à-dire qu'elle concerne nos défenses de l'organisme. La nature est bien faite, on a un système de défense qui nous permet de lutter contre les infections, mais pas seulement, contre des cancers qui démarreraient. Enfin, notre immunité est capable de déceler tout ce qui est anormal dans notre organisme et qui n'a rien à y faire pour le détruire. Pour cela, le système immunitaire dispose de deux grandes familles d'outils. Les anticorps. Alors voilà, j'espère que vous voyez ma flèche. Les anticorps qui sont responsables de ce qu'on appelle l'allergie immédiate. L'allergie, c'est une réaction immunitaire qui a la particularité d'être dirigée contre quelque chose d'inoffensif. C'est un peu une erreur d'interprétation de ce sas de sécurité qui identifie comme dangereux quelque chose qui ne l'est pas. Donc, le premier outil, ce sont les anticorps qui sont responsables des réactions allergiques qu'on appelle immédiates. Je vous expliquerai après de quoi il s'agit. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la réaction allergique immédiate? L'allergène, c'est-à-dire la substance qui est rentrée dans notre corps, soit en l'inhalant, c'est les allergies respiratoires, soit en le mangeant, les allergies alimentaires, eh bien, cet anticorps est capté par des cellules qui vont les conduire par migration jusqu'au lymphocyte. Ça se passe dans les ganglions. Et ces lymphocytes vont produire des anticorps. Ils vont prendre en photo cet allergène et produire des anticorps qui vont rester ensuite fixés sur certaines cellules immunitaires. Et la fois suivante, quand on rencontre à nouveau ce même allergène, ça peut être un poil de chat, une cacahuète, on verra de quoi il s'agit, eh bien les anticorps libère des substances inflammatoires, dont une dont vous avez entendu parler qui s'appelle l'histamine, et cette histamine provoque des réactions inflammatoires. Ça peut se passer très très vite, hein. Ça se passe dans les muqueuses, dans le sang, et ça peut se passer en quelques minutes. C'est pour ça qu'on appelle ça l'allergie immédiate. D'autre part, à part ces anticorps qui sont fabriqués par les lymphocytes, on a aussi une immunité cellulaire. Ce sont d'autres outils, d'autres armes du système immunitaire qui sont des cellules dans la peau, on les appelle les cellules de Langerhans, et ces cellules sont capables de capter les substances qui pénètrent sur la peau, d'aller également les présenter au système immunitaire et de sensibiliser certaines cellules à cette même substance pour que là aussi, à chaque contact ultérieur, une réaction inflammatoire se passe. Cette réaction est plus lente, on l'appelle l'allergie retardée. Et elle est responsable d'autres symptômes que les réactions anticorps. Donc voilà, en gros, réaction immunitaire soit par l'intermédiaire des anticorps, soit par l'intermédiaire des cellules immunitaires. Tout ça est responsable de toutes les réactions allergiques. Dans tous les cas, on aboutit à une inflammation. Vous avez ici en plus gros plan ce qui se passe. On voit qu'au cœur, hein, de la réaction, qui est une réaction en chaîne, on a le lymphocyte
qui va être activé par les cellules qui ont capté l'allergène, vous voyez, un peu là, comme cette sorte de méduse, qui va présenter l'allergène au lymphocyte, et ce lymphocyte va émettre un tas de substances. Certaines aboutissent à la sécrétion d'anticorps, ces anticorps dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appellent des IgE, qui provoquent l'allergie immédiate, mais aussi on a une sensibilisation à d'autres lymphocytes et à d'autres cellules qui vont être recrutées par des substances qu'on appelle des interleukines. Alors, je vous dis ça parce qu'on va en reparler après. C'est pas pour faire de la science pour la science, c'est parce que de nombreux médicaments qui arrivent aujourd'hui agissent sur ces interleukines, qui sont donc responsables de la réaction inflammatoire. Alors, ces réactions immunitaires allergiques, elles provoquent différents types de maladies. C'est le même mécanisme, mais qui se manifeste différemment selon l'âge. Alors, ce schéma, il est très connu, il n'est pas tout jeune, vous voyez, il date de 2003, mais il est toujours d'actualité. Voilà ce qui se passe quand on a un terrain allergique, les symptômes qui peuvent se manifester selon les âges de la vie. Alors, vous voyez que chez le tout petit, la première chose qui arrive entre 0 et 3 ans, eh bien, on voit que c'est l'eczéma et les allergies alimentaires. Donc ça, ce sont les symptômes d'allergie les plus précoces. Un petit peu plus tard, arrive dans la vie, on voit à peu près vers 3 ans, l'asthme peut arriver avec un pic vers 7 8 ans. Et on fait encore un peu plus tard la rhinite. Donc ça, la rhinite, l'asthme, l'eczéma, l'allergie alimentaire, ce sont les manifestations les plus courantes de l'allergie chez les gens qui ont un terrain allergique. Alors on va voir que je vous parle là du terrain allergique, on va en reparler parce que ce terrain allergique, c'est lui qui définit la prédisposition qu'on peut avoir à développer l'une ou l'autre ou plusieurs en même temps de ces maladies, de ces symptômes allergiques. Alors, le thème de la réunion ce soir, hein, c'est la peau et l'allergie. Donc, un petit rappel de ce que c'est que la peau. C'est pas juste une enveloppe qui sert à rien. C'est un organe extrêmement important qui a beaucoup de fonctions. Euh, En gros, si on coupe la peau et qu'on la regarde au microscope, on voit qu'elle est constituée de 3 couches. Ça, c'est vers l'extérieur, ça, c'est vers l'intérieur. Vous aviez compris? Oups, pardon. Cette couche extérieure, elle s'appelle l'épiderme. Quand on dit qu'on a une réaction épidermique, c'est ce qui est en contact avec le monde extérieur et c'est la première zone, la zone la plus externe de la peau et qui est recouverte d'un film qu'on appelle hydrolipidique, hein, un film gras, c'est le sébum. On sait ce que c'est quand on a la peau grasse ou au contraire quand on a la peau trop sèche et ce sébum, il participe à rendre la peau imperméable. Puis il y a une couche un petit peu en dessous qui s'appelle le derme, plus profond, dans lequel il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des vaisseaux sanguins, il y a aussi des ramifications nerveuses, il y a les poils et les glandes sudoripares. Il se passe beaucoup de choses. C'est là que se passent les réactions qui vont pouvoir être transmises à l'intérieur du corps. Et enfin, la dernière couche, la plus profonde, c'est l'hypoderme. Voilà, qui est une couche surtout graisseuse qui joue le rôle d'un peu d'amortisseur. Alors, à quoi servent toutes ces couches? Elles ont plusieurs fonctions. La première fonction, c'est une fonction de barrière. On est protégé par notre peau à la fois des chocs, mais aussi des infections. La peau, on est supposé être étanche, hein. Tout ne traverse pas la peau. Très peu de choses traversent en réalité parce qu'on a une étanchéité beaucoup liée au système à ce revêtement hydrolipidique. Elle a une fonction de régulation thermique aussi. C'est la peau qui régule. Vous avez vu qu'il y a des vaisseaux sanguins. En ajustant le calibre de ces vaisseaux sanguins, la peau permet, s'il fait froid, au corps de rester à une température constante pour que les organes vitaux soient à l'abri d'une élévation ou d'une baisse de la température. Donc la régulation thermique passe par la peau, d'une part en réglant le calibre des vaisseaux sanguins, un petit peu, voilà, comme si on isolait les organes internes de la température extérieure, et aussi parce que la peau est le siège de l'évaporation de la sueur, ce qui est un système de refroidissement qui nous permet de ne pas mourir de chaud aux premières chaleurs quand elles arrivent.
Alors, d'autre part, ici, on voit il y a des glandes, il y a des vaisseaux sanguins. La peau est aussi un lieu de synthèse. Vous savez qu'on fabrique la vitamine D en mettant la peau au soleil. C'est donc une fonction hormonale et une fonction immunitaire. Dans la peau, ici, se passent des mécanismes immunitaires de protection. La peau est un premier rempart en cas de blessure contre les microbes qui pourraient pénétrer à l'intérieur de l'organisme et qui n'ont rien à y faire. Donc, c'est dans la peau que se passent les phénomènes immunitaires de défense. Alors, on comprend bien que moins la peau est étanche, eh bien, plus des substances étrangères, certes des microbes, mais aussi des allergènes, vont avoir tendance à pénétrer et que la peau sèche est moins étanche puisqu'il n'y a pas ce film hydrolipidique. Les cellules sont un peu disjointes comme des écailles qui seraient relevées et pénètrent dans la peau un grand nombre d'allergènes, hein, y compris des allergènes alimentaires. Quand on cuisine et qu'on va ouvrir un paquet de cacahuètes, il y a des protéines de cacahuètes qui vont se libérer dans le corps et pénétrer par la peau, pour peu que cette peau soit sèche et pas totalement étanche. Alors, puisqu'on parle de la peau, il faut savoir de quoi on parle. En fait, la peau peut être le siège de plusieurs types d'anomalies. On appelle ça des lésions élémentaires. La lésion élémentaire, c'est le bouton, en fait, en médecine, et ça n'a pas la même signification. En fait, l'origine du problème cutané est différente selon le type de lésion élémentaire. Donc, je vous ai mis quelques lésions élémentaires qui sont celles qui nous intéressent le plus quand on parle d'allergie. Alors, souvent, vous savez, on a des mots qui sont des synonymes. La rougeur, c'est la première lésion élémentaire. On l'appelle érythème. Ça veut dire exactement la même chose, hein. Quand on parle un bébé qui a un érythème fessier, c'est qu'il a les fesses rouges. Là, vous avez un exemple de l'érythème, c'est le coup de soleil, hein. C'est facile à reconnaître. Après, quand on parle de bouton, eh ben, nous, on appelle ça une papule, c'est-à-dire qu'il y a un bouton qui est un peu en relief. Quand on passe le doigt, on sent donc le bouton de moustique, c'est une papule. Et ça veut dire que c'est surélevé. Pour nous, c'est le signe d'un petit œdème. Quand la peau est surélevée comme ça, c'est qu'elle est anormalement gonflée. Il y a donc eu un petit œdème. Alors, le troisième exemple, c'est la petite cloque qu'on appelle nous une vésicule. Quand c'est une très grosse cloque, on appelle ça une bulle. Le type même de la bulle, c'est l'ampoule, hein, au pied. Et la cloque, eh ben, c'est un petit bouton de varicelle ou d'herpès qui se présente de cette façon avec une petite vésicule. Et dans l'eczéma, on voit souvent des petites vésicules sur un fond rouge, hein. Donc, on dit que c'est vésiculeux sur fond érythémateux. Ça fait plus chic, mais ça veut dire qu'il y a une petite cloque sur un fond rouge. Et puis, un des quatrièmes signes qui est important quand on parle d'allergie et de peau, c'est le fait que ça pèle, hein, la desquamation. On a tous connu ça après le coup de soleil, hein, on se met à peler. Les squames là, peuvent être plus importantes et il y a des gens qui ont une peau qui pèle en permanence. Quand la peau est très sèche, eh ben, elle a tendance à faire à peler. Et au niveau du cuir chevelu, ça donne des pellicules ce qui relève du même mécanisme. La peau se renouvelle, hein, régulièrement, elle a un cycle de renouvellement, donc on a des cellules mortes, celles qu'on perd quand on fait un gommage ou qu'on se frotte un petit peu la peau, eh ben, ce sont les cellules mortes qui arrivent en fait à maturité, qui vont être remplacées par les cellules qui sont plus jeunes et qui arrivent, dans l'épiderme. Alors, selon que on va essayer maintenant de croiser ces notions d'allergie et de peau, je vous ai dit qu'on avait deux types d'immunité et que donc l'immunité à anticorps, l'immunité immédiate, était capable de donner un certain nombre de symptômes directement. Et ces symptômes qui sont dus à l'immunité à anticorps, c'est l'asthme quand il est allergique. Tous les asthmes ne sont pas allergiques. Le rhume des foins, la rhinite, les allergies alimentaires et les urticaires. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vous avez ici vraiment une urticaire typique. L'urticaire, c'est rouge avec une petite cloque au-dessus, vous voyez, qui peut faire des dessins comme des petites plaques. Ça, c'est typique. Vous savez ce qui a donné l'origine du mot urticaire, c'est ortie. Et parce que la plaque d'urticaire, c'est exactement la plaque qui est provoquée par une piqûre d'ortie. Donc, ici, c'est absolument flagrant. Maintenant, l'immunité cellulaire dont je vous parlais au début, qui est plus tardive, qui met en jeu les cellules, eh bien, elle donne d'autres types de symptômes. Elle donne des formes digestives d'allergie, ce qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est le même mécanisme. Et elle est responsable des eczémas de contact. Alors, là, vous avez ici un eczéma de contact.
Voilà, on comprend que c'est à la boucle de Vous voyez, alors en fait, dans l'eczéma, la lésion, c'est pas une papule, c'est une petite vésicule sur un fond rouge. Et là, on a ici un eczéma atopique. Pour ceux d'entre vous qui regardent et qui sont atteints par l'eczéma atopique, ils vont très vite reconnaître de quoi il s'agit. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être déclenchés par l'allergie, et puis on peut passer de l'un à l'autre. La frontière est parfois un petit peu floue, mais enfin, on va quand même essayer de s'y retrouver. Alors, on va déjà parler de l'urticaire. Alors, quand on parle d'urticaire, il faut savoir qu'il y a deux types d'urticaire. Alors, dans tous les cas, il s'agit d'une lésion qui, vous avez compris, est en forme est la même qu'une piqûre d'ortie. C'est rouge, ça gratte, c'est gonflé et c'est sur un fond rouge. L'urticaire peut être occasionnel, ponctuel, c'est l'urticaire aigu qui arrive comme ça brutalement et qui ne va pas récidiver ou rarement. Cette urticaire aiguë, il arrive qu'elle soit allergique. Elle ne l'est pas toujours. Il y a d'autres choses qui peuvent provoquer une crise urticaire, notamment les infections. C'est assez classique chez les enfants. C'est ce qui fait soupçonner parfois qu'ils ont fait une allergie à l'antibiotique, alors qu'ils ont en fait une réaction immunitaire due à l'infection elle-même, ce qui n'est pas facile à déceler. Quand les urticaires sont d'origine allergique, ce sont des urticaires qui apparaissent après soit l'ingestion d'un aliment, soit d'un médicament et qui peuvent avoir des conséquences importantes, qui peuvent aller jusqu'à donner des œdèmes, le fameux œdème de Quincke. Hein. Les œdèmes muqueux ont le même mécanisme que l'urticaire, c'est une libération d'histamine qui provoque un œdème. Alors, les causes alimentaires de l'urticaire aiguë, ben, on va les détailler tout à l'heure, mais on parle souvent de la cacahuète, mais on va voir qu'il y en a bien d'autres, les fruits, les crustacés, on va faire la liste tout à l'heure. L'autre cause des urticaires aigus quand il s'agit d'allergie, ce sont les médicaments. Alors, ce qu'on rencontre le plus souvent, ce sont les antibiotiques, les produits de contraste, les anesthésiques, c'est ceux qui posent le plus de problèmes. Les médicaments sont souvent suspects à tort de provoquer des allergies. Quand on teste nos patients qui ont une suspicion d'allergie médicamenteuse, fort heureusement, souvent le médicament est innocenté, ce qui est très utile parce que ça permet de redonner le médicament. Un petit mot juste sur l'allergie à l'iode dont les gens parlent souvent quand ils ont eu une réaction après l'injection d'un produit de contraste. Il faut bien savoir que l'allergie à l'iode n'existe pas. Il existe des allergies aux produits de contraste iodés qui ne sont pas dues à l'iode elle-même, mais à une autre molécule qui l'accompagne. Donc, c'est pas parce qu'on a eu, de la même façon que les allergies aux produits de la mer ne sont pas dues à l'iode, mais à la chair de l'animal, hein, des protéines présentes dans la chair, et que l'allergie à la bétadine, hein, très connue, n'est pas due à l'iode non plus, mais à une autre substance qui s'appelle la povidone. Voilà, c'était un petit mot parce que c'est quand même très fréquemment, il faut bien préciser qu'il n'y a pas d'allergie à l'iode, qu'il y a des allergies aux produits de contraste et que quand on est allergique à certains produits de contraste, on peut souvent en utiliser d'autres, donc il faut les explorer. L'autre cause d'urticaire aiguë d'origine allergique, ce sont les piqûres de venin, les venins de guêpes, d'abeilles et de frelons, hein, c'est la classe des hyménoptères, qui là peuvent provoquer des urticaires. Alors, localement, c'est pas grave. Quand on se fait piquer par une guêpe et qu'on a une réaction qui est autour de la piqûre, même si elle est assez étendue, c'est pas inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est quand on a de l'urticaire généralisée à la suite d'une piqûre de guêpe ou d'abeille ou de frelon, parce que ça signe une réaction allergique générale qui peut être dangereuse. Donc, quand on a ça, il faut consulter. Voilà pour l'urticaire aigu. L'urticaire chronique, on appelle l'urticaire chronique exactement le même aspect de urticarien, qu'on voit aussi qu'on voit encore mieux sur la photo en bas, mais cet urticaire récidive depuis au moins 6 semaines. Quand de l'urticaire récidive depuis plus de 6 semaines, on parle d'urticaire chronique, c'est-à-dire que cet urticaire s'installe. Et dans ce cas, alors c'est très pénible, c'est très désagréable, mais il ne s'agit quasiment jamais d'une allergie. Les urticaires chroniques ne sont pas des maladies allergiques. On a des facteurs déclenchants, ce qui est différent, mais pas d'allergie dans l'urticaire chronique. Et ces urticaires, contrairement aux urticaires aigus euh, qui peuvent dégénérer, les urticaires chroniques ne dégénèrent pas. C'est-à-dire qu'on ne risque pas de faire un œdème de Quincke ou un choc allergique à cause de l'urticaire chronique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soigner. On peut se soigner, c'est pas toujours facile, mais ça n'a pas un degré de dangerosité immédiate comme l'urticaire aigu.
Alors maintenant, l'autre grande famille des allergies cutanées, ce sont les eczémas. Alors l'eczéma, contrairement à l'urticaire, hein, qui ressemble à une piqûre d'ortie et qui est la peau, en revanche, est normale, l'eczéma est une atteinte de l'épiderme. Donc vous vous souvenez, c'est la couche superficielle de la peau. Et cette atteinte de l'épiderme peut se localiser, donc elle peut provoquer des petites vésicules qui ensuite peuvent suinter, surtout si on les gratte. Ça forme ensuite une croûte ce que bien souvent, malheureusement, on arrache, ce qui entretient la réaction inflammatoire. Dans tous les cas, les réactions allergiques, ce sont des réactions inflammatoires, les réactions même de cicatrice d'une peau, c'est une réaction inflammatoire. Une infection de la peau, c'est une réaction inflammatoire. Donc, il faut savoir que cette inflammation peut s'auto-entretenir parce qu'on va gratter une lésion d'eczéma parce que ça démange. Ça démange parce qu'il y a ces petites fibres nerveuses qui sont dans la peau. Et qu'en grattant, eh ben, on va léser encore plus la peau qui, en cicatrisant, va gratter encore plus. C'est un peu un cercle infernal. Donc l'eczéma, ce sont des petites réactions de vésicules sur un fond rouge avec en général une peau sèche. Alors il y a deux formes d'eczéma. Il y a ce qu'on appelle l'eczéma atopique ou la dermatite atopique, qui est un eczéma ou constitutionnel. C'est un eczéma qui apparaît généralement depuis la toute petite enfance, des nourrissons, et qui va avoir tendance à persister. La peau est inflammée de façon chronique, même quand ça ne se voit pas. Et puis, sur ce fond chronique, il y a des poussées d'eczéma sous forme de crise qui atteignent le plus souvent les plis de flexion, c'est-à-dire le pli du coude, l'arrière des genoux, l'arrière des oreilles, les paupières. Toutes ces zones sont extrêmement fragiles parce que la peau y est très fine et elle est sujette au frottement. Donc ces poussées sont majoritairement sur ces zones de flexion, mais certains patients ont un eczéma qui est étendu beaucoup plus, qui est généralisé, et d'autres enfin ont des formes beaucoup plus discrètes avec une toute petite localisation. Il y a un point commun à tout cela, c'est que la peau est sèche. Le rôle des allergies est partiel. L'allergie intervient, mais n'est pas directement responsable de l'eczéma. Souvent, ce qui intervient, c'est le climat, l'air froid notamment. C'est pour ça que les gens qui ont de l'eczéma vont moins bien en hiver et qu'il faut particulièrement crémer la peau en hiver. Donc, l'hiver, les facteurs climatiques, l'eau. On déconseille aux gens qui ont de l'eczéma de prendre des bains ou des douches trop prolongées, trop fréquentes. Le stress, les infections, vous voyez, la fatigue, tout ça est multifactoriel. L'utilisation de produits qui ne sont pas adaptés. On vous donne généralement beaucoup de conseils sur le fait, en gros, qu'il faut hydrater la peau, appliquer des émollients régulièrement et puis ne pas utiliser de savon. On y reviendra. L'idée, c'est de bien avoir conscience que c'est une maladie chronique, l'eczéma, qui persiste avec des facteurs qui déclenchent les poussées et qui a souvent un terrain allergique associé. Pour autant, ce n'est pas l'allergie qui directement déclenche l'eczéma. Ça, c'est pour l'eczéma atopique. L'eczéma de contact, lui, a exactement le même type de lésion, mais a des localisations très précises, parce que c'est une réaction immunitaire de défense qui survient exactement au contact d'une substance. Il n'y a pas forcément de terrain allergique, et contrairement à l'eczéma atopique, quand on a trouvé la cause d'un eczéma de contact, si on supprime le contact avec cette substance, il n'y a plus d'eczéma. Alors, il y a toujours de la même façon dans l'eczéma de contact, comme dans l'allergie alimentaire ou l'allergie respiratoire, une phase de sensibilisation, c'est-à-dire un premier contact avec l'allergène, puis une phase déclenchante, une fois que la peau a appris à identifier la substance, chaque contact suivant va entraîner l'apparition d'un eczéma au niveau du contact. Alors, bien sûr, si l'allergène est laissé sur la peau de façon prolongée, eh ben, ça peut être dès le premier contact après quelques jours. Les principales causes, là, parce que là, ce ne sont pas des facteurs déclenchants, ce sont vraiment des causes, hein. Ce sont les vêtements, les cosmétiques, les médicaments, des produits d'utilisation professionnelle, on va y revenir. Mais l'idée, c'est que dans l'eczéma de contact, il n'y a pas tout un terrain allergique comme on l'a avec l'eczéma atopique. Maintenant, là où ça serait trop simple, c'est que souvent, le fait d'avoir un eczéma atopique ou une peau atopique, c'est-à-dire une peau sèche et réactive, eh ben, ça favorise l'apparition d'un eczéma de contact. Rien n'est simple, hein. Alors, quelles sont les causes maintenant des urticaires? Alors,
Je vous ai mis en sous-titre que c'est à différencier des facteurs déclenchants. La cause, c'est un peu comme tout à l'heure avec l'eczéma. La cause, eh ben, c'est une cause précise qui va déclencher la maladie. Si on supprime la cause, on supprime la maladie, alors qu'un facteur déclenchant, c'est un facteur déclenchant parmi d'autres. Alors, les causes, quand l'urticaire est d'origine allergique, eh bien, comme je vous le disais, ce sont les aliments. Les aliments les plus mis en cause sont l'arachide, je vous ai mis une liste ici, mais elle n'est pas exhaustive, hein. Le céleri, les crustacés, les céréales, les fruits à coque, hein, parce que je vous rappelle que l'arachide n'est pas un fruit à coque, hein, c'est une légumineuse. Donc, c'est pas la même chose. Les gens parfois suppriment tous les fruits à coque parce qu'ils sont allergiques à l'arachide. C'est pas la même, ce sont pas les mêmes molécules. Le lait de vache, mais on va voir que le lait de chèvre commence à poser beaucoup de problèmes. Le lupin, les œufs, poissons, mollusques, kiwi. Alors l'alpha-galactose ou alpha-gal, c'est une allergie qui est apparue assez récemment, qui n'est pas encore très très répandue, mais qui est une allergie qui se déclenche vis-à-vis des mammifères. Et notamment tout ce qui est gibier ou tout ce qui est rognon, vous voyez, ces morceaux de viande qui sont riches en sang, et parce qu'en fait, elle est liée à une protéine présente à la surface des globules rouges. Euh, voilà, les lentilles, les pois, on va y revenir, c'est aussi en rapport avec l'évolution de nos modes de vie, créer de nouveaux allergènes, on va en reparler. Donc ça, c'est voilà, tout ce qu'on peut trouver dans le frigo qui donne des allergies. Il y a aussi ce qu'on peut trouver dans l'armoire à pharmacie. Et les médicaments en cause dans les allergies sont les antibiotiques, hein. Très souvent, l'amoxicilline, la famille des pénicillines sont impliqués, mais aussi les antalgiques, les anesthésiques, les produits de contraste. Alors, bien évidemment, quand il s'agit des anesthésiques généraux, c'est très important de faire un bilan allergologique qui se fait qu'en milieu hospitalier. En cas de nécessité d'une anesthésie pour une intervention chirurgicale, c'est indispensable d'avoir exploré une éventuelle réaction. Les antibiotiques, c'est rare qu'on soit allergique à tous les antibiotiques. Souvent, les gens ont l'impression d'être allergiques aux antibiotiques. Bien souvent, s'il y a une vraie réaction allergique, elle est dirigée contre une ou deux familles, mais on arrive à s'en sortir et à trouver un antibiotique qui soit toléré. Les venins, on en a parlé, les guêpes, les abeilles, les frelons. Euh, enfin, pour info, les piqûres de moustiques chez nous ne donnent pas de réaction allergique grave. Ça peut donner de grosses réactions inflammatoires locales, mais qui ne sont pas dangereuses, notamment les enfants qui ont une peau très fine. Une peau très fine, elle se distend, elle est plus élastique, donc l'œdème est plus impressionnant. Au niveau de la paupière, notamment, ou de l'oreille, ou de la lèvre, ça peut gonfler énormément. Pour autant, il n'y a pas de risque de faire un œdème de Queen et d'étouffer. Donc, pour les piqûres de moustiques, c'est des traitements locaux qui suffisent, des antihistaminiques, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les allergies vraies aux insectes, c'est vis-à-vis des guêpes, des abeilles et des frelons. Alors, je vous ai dit que c'est à différencier des facteurs déclenchants parce que quand on a de l'urticaire chronique, eh bien, on peut avoir différents facteurs qui déclenchent. Souvent, moi, j'explique à mes patients que c'est l'urticaire est un peu comme la migraine. Il y a un fond qui est un terrain urticarien et sur ce terrain, il y a des facteurs déclenchants. Voilà. Et comme dans la migraine aussi, c'est une histoire de dilatation des vaisseaux sanguins qui crée ces plaques. Et les facteurs déclenchants se ressemblent. Le stress, la fatigue, l'alcool. Alors, c'est pas une allergie à l'alcool, c'est que l'alcool dilate les vaisseaux sanguins. Et quand on a une peau urticarienne, eh ben, ça dilate un petit peu trop et ça crée de l'urticaire. Le soleil, la chaleur, l'effort physique, tout ça, ce sont des facteurs déclenchants qu'il faut apprendre à identifier pour éventuellement même les anticiper. Mais ce ne sont pas des causes de l'urticaire. Donc, dans l'urticaire chronique, on a des facteurs déclenchants. Dans certains cas, on les identifie si ce sont des facteurs physiques. Ça peut être le cas du froid, du frottement, de la pression. On appelle ça des urticaires induites. Et quand il n'y a aucun facteur déclenchant identifiable, on appelle ça des urticaires chroniques spontanés. Ça revient un petit peu au même. Les causes des eczémas de contact, alors on en a parlé tout à l'heure, hein, donc qu'on différencie de l'eczéma atopique. Donc ce sont des substances qui arrivent au contact de la peau. Et quand ces substances sont arrivées au contact de la peau, elles sensibilisent et chaque contact va ensuite créer l'eczéma. Alors, dans la vie quotidienne, les métaux, alors c'est classiquement le bouton de jean, puisque maintenant, en principe, dans la législation européenne, on met plus de nickel dans les bijoux fantaisie. L'expérience montre que c'est pas tant vrai que ça, on en trouve quand même.
mais les métaux, donc en particulier le nickel, le chrome, les cosmétiques, les parfums. Les végétaux peuvent provoquer, le contact avec des substances végétales peuvent provoquer de l'eczéma. Dans la vie professionnelle, les teintures capillaires, alors ça peut atteindre les coiffeurs, mais ça peut atteindre aussi ben, les utilisateurs. Les résines, on va voir dans quel domaine. Les ciments, la farine, hein, on appelle ça la gale du boulanger, en fait. Hein. C'est surtout les boulangers qui sont atteints, plus que les pâtissiers, mais c'est vrai que cette manipulation de la farine peut être à la fois très irritante et allergisante. Les médicaments aussi utilisés en crème. Les protéines animales, alors voilà, là on a un poissonnier qui porte des gants, mais ce n'est pas toujours le cas, mais le contact avec ces protéines animales peut provoquer également des eczémas. Alors, comme je vous le disais, nos modes de vie créent de nouvelles allergies. Donc, on constate, selon de nouvelles habitudes, on voit apparaître des patients avec des réactions. Là, je vous ai mis un petit mot sur les huiles essentielles qui sont des produits actifs et efficaces sur certaines choses, mais qui contiennent des molécules complexes, parce que la nature est complexe, c'est pour ça qu'elle est si belle et que les fleurs sont colorées et odorantes, parce qu'elles contiennent beaucoup de substances chimiques, beaucoup plus que ce qu'on fait quand on synthétise quand on synthétise des produits, on met le moins d'ingrédients possible si on veut qu'ils soient allergéniques. Dans les huiles essentielles, il y a beaucoup de substances qui sont allergisantes. Je vous en ai mis quelques-uns, mais les terpènes, c'est ce qu'il y a dans les zestes d'orange, hein, qui peut être un petit peu gênant sur la peau. Les alcools terpéniques, comme le géraniol, le citronellol, les aldéhyles, c'est ce qu'il y a dans la cannelle, dans l'huile essentielle de cannelle, les phénols, qu'il y a dans le génol qui est présent dans l'huile essentielle de clou de girofle. Tout ça sont des huiles. Je ne l'ai pas marqué là, il y a une autre huile qui peut être très réactive, c'est le titri, l'arbre à thé, qui peut donner des réactions même sévères. Alors, il faut bien. Je vous ai cité le laboratoire Landema avec lequel j'ai aucun accord. Simplement, j'ai oublié de vous le dire, je n'ai aucun accord avec aucun laboratoire par ailleurs. Mais le laboratoire Landema, j'ai cité parce que il a un site. Alors que ce sont des gens qui fabriquent des huiles essentielles où sont très bien à expliquer les différents allergènes. Et j'ai trouvé ça très, voilà, très, très honnête de le faire. Il y a sûrement d'autres endroits où on peut trouver. Le fait est que les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur la peau. Si on a une peau atopique, si on a une peau réactive, c'est également contre-indiqué pour les femmes enceintes et les nourrissons. Alors, dans les nouvelles habitudes, il y a les vernis semi-permanents. Alors voilà, on a des barres à ongles où on peut se faire les ongles très facilement. Et puis, vous avez sur la photo d'en bas un matériel avec une dame qui s'applique toute seule le vernis parce qu'on peut acheter très facilement le matériel et la lampe à UV. Alors le vernis semi-permanent, c'est une résine, c'est la même chose que les résines dentaires. Vous savez, ce sont des résines, des acrylates qui se polymérisent avec la lumière UV et qui durcissent en se polymérisant. Quand elles sont au stade, une fois qu'elles sont polymérisées, eh bien, ces acrylates sont inactivés, enfin piégés, et ne sont plus très allergisants. Mais tant que c'est sous la forme liquide, c'est extrêmement allergisant et on voit maintenant chez des professionnels qui se protègent pas bien des réactions allergiques ou même chez des gens qui se posent eux-mêmes le vernis parce qu'on touche la peau un petit peu on voit apparaître des réactions allergiques qui sont parmi les effets secondaires les plus fréquents de ces résines. Il y a un autre effet secondaire qui a été signalé par une publication de l'Académie de médecine il y a un an ou deux, qui est le risque de cancer cutané à cause des UV, parce que c'est une application qu'on fait toutes les 3 semaines environ, avec à chaque fois un séchage aux UV répété. Donc, il est recommandé de mettre des écrans solaires si on utilise ces ongles, ces vernis semi-permanents. Alors, toujours dans les nouvelles habitudes, il y a une grande mode des cosmétiques faits maison, do it yourself, le DIY. Alors, dans ces cosmétiques, on voit des tas de choses qui devraient pas y être, parce que alors là, on a des produits qui sont dosés un peu de façon artisanale hein, à la maison. On n'a pas des outils qui permettent de faire des mélanges de précision.
On voit là comment faire ses cosmétiques soi-même avec du jus de citron, de la cannelle, de l'huile d'olive. Enfin bon, tout ça va très bien si on n'a aucun problème allergique. Mais là, encore une fois, si on a une peau atopique, une peau sèche, un terrain allergique, euh, c'est vraiment pas recommandé. Enfin, les nouvelles habitudes qui créent de nouvelles allergies, là, ce sont les habitudes alimentaires nous ont fait voir apparaître des allergènes émergents. Ce qu'on appelle les allergènes émergents, c'est des allergènes qu'on voit être responsables de au moins 1% des accidents anaphylactiques. L'anaphylaxie, c'est la forme la plus grave de l'allergie, hein, avec le choc. Donc, quand un aliment est responsable d'au moins 1% des allergies déclarées dans une année, eh bien, on dit que c'est un allergène émergent. Donc, et c'est le cas pour cela. Le lait de chèvre ou de brebis, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens supprimer le lait de vache au profit du lait de chèvre. Le sarrasin, le sésame, je vous ai parlé tout à l'heure de l'alpha-gal, hein, l'alpha-galactose. Le kiwi, les pois et lentilles, vous voyez, là, je vous ai mis une marque de jambon végétal qui est fait, c'est du jambon fait à base de farine de pois. On a les pignons de pain et les produits de la ruche aussi, les miels, surtout artisanaux. Vous savez, ou peut-être pas, mais que les allergies alimentaires les allergènes alimentaires ont une déclaration obligatoire, hein, sur l'étiquetage euh, des produits alimentaires, doivent absolument être signalés 14 aliments qui sont parmi les plus allergisants. Il y a les œufs, le poisson, les crustacés, les fruits à coque. Et on voudrait faire ajouter à cette liste ces allergènes qui ne font pas encore partie de la liste, mais qui justifieraient d'apparaître. Alors, maintenant, il y a une chose, c'est les fausses allergies de l'été. On a des tas de réactions cutanées inflammatoires qui peuvent être déclenchées par un tas de choses. Alors, comme on est quand même à l'approche de l'été, bien que ça ne se voit pas partout, mais on est quand même à l'approche de l'été, il faut signaler les réactions possibles aux chenilles processionnaires. Alors, ce sont des réactions qui ressemblent à de l'allergie, qui ne sont pas allergiques parce qu'elles sont immédiates, elles sont dues au fait que les petits poils là, piquants des chenilles viennent s'insinuer un peu comme des méduses, hein. C'est un peu le même mécanisme. Les tiques qui peuvent provoquer des réactions inflammatoires et on le sait aussi des infections. La dermite des prés, c'est ça la dermite des prés, c'est une interaction entre le soleil et certains composants des végétaux. Et donc on se couche dans l'herbe, on s'assoit dans l'herbe, on est au soleil et on a des traînées à l'endroit où se sont déposés les végétaux et où le soleil a agi. Les piqûres de moustiques, hein, avec le problème du moustique, du moustique tigre. Alors, l'autre réaction de la peau qui peut être assimilée à l'allergie, c'est les réactions au soleil. Alors, la plus connue, c'est la lucite estivale bénigne. C'est très fréquent. Ça touche surtout les femmes. Ce sont des petits boutons qui apparaissent dans les 48 premières heures d'exposition, qui touchent les épaules, le dos des mains, le dos des pieds, généralement pas le visage. Et ça disparaît petit à petit au fur et à mesure qu'on bronze, puisque le bronzage est un élément protecteur du soleil. Maintenant, il y a une autre forme, c'est l'urticaire solaire, le soleil se comporte comme un déclencheur de crise urticaire qui est immédiat dès les premières expositions, qui dure quelques heures et puis qui disparaît ensuite, et ça se traite comme de l'urticaire. La lucite polymorphe, c'est une lucite qui est plus rare, hein, qui touche aussi les hommes, qui atteint le visage, qui est un peu plus embêtante. Les phénomènes de photosensibilisation, c'est ce que je vous disais avec la dermite des prés, eh bien, c'est une réaction d'interaction entre le soleil et une autre substance. Cette substance, ça peut être un médicament, ça peut être un parfum. Vous savez qu'on dit toujours qu'il faut faire attention à ne pas appliquer de parfum avant de se mettre au soleil. C'est pour cette raison. C'est parce qu'au contact du soleil, eh bien, le produit chimique se transforme en allergène. Alors maintenant, pour l'interaction entre le soleil et l'eczéma atopique, c'est plutôt une interaction bénéfique. Les gens qui ont de l'eczéma sont améliorés bien souvent l'été par un peu de soleil, hein. J'insiste sur le fait que bien sûr les règles de protection solaire doivent être respectées, mais un peu de soleil est bénéfique. Alors il y a aussi tout
tout ce qu'on prend pour de l'allergie qui n'en est pas. Donc l'urticaire chronique, on en a bien parlé, donc je passe, mais les dermites d'irritation, ben, on voit ça, on appelle ça aussi des dermites orthoergiques chez les gens qui se lavent les mains sans arrêt et qui ont les mains très rouges, très abîmées. Et c'est l'eau le principal irritant, puisque l'eau fait disparaître cette couche de sébum protectrice sur la peau. La dermite séboréique, c'est ce que vous voyez là. C'est une atteinte, voilà, souvent des sillons ici, et puis ça s'accompagne de pellicules dans les sourcils ou à la racine des cheveux. C'est une dermite qui ressemble à de l'eczéma, qui en est un cousin éloigné, mais qui n'est pas allergique. C'est souvent lié au stress. La rosacée, vous voyez là, c'est une des gens qui ont les joues qui deviennent très rouges, soit quand il fait chaud, soit en buvant un petit peu d'alcool. Et il peut y avoir des petits points blancs aussi. Là aussi, c'est pas du tout une histoire allergique, c'est plutôt infectieux. Le psoriasis, vous le voyez là. Le psoriasis, c'est une affection qui touche non pas les plis de flexion, mais l'extérieur, vous voyez, du coude, et qui n'est pas allergique. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est aussi une anomalie de l'immunité qui se retourne contre l'organisme lui-même. Les éruptions d'origine infectieuse, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, il est très fréquent que certaines infections donnent des réactions cutanées sans que ce soit des réactions allergiques et on les prend à tort pour une allergie au médicament qui a été donné. Il y a une infection de l'enfant qu'on voit, il y a une épidémie en ce moment du parvovirus. On appelle ça la maladie de la joue giflée ou la cinquième maladie. C'est des enfants qui se réveillent avec une joue rouge écarlate, une ou les deux joues. On a l'impression qu'ils ont pris une gifle et c'est une infection virale. Et enfin, les éruptions provoquées par les insectes, les plantes, les parasites, on en a parlé un petit peu, hein, avec les moustiques, les chenilles processionnaires, les méduses, toutes ces choses-là. Alors bon, maintenant, on en est là. Vous avez une histoire de rougeur ou de démangeaison. Comment on peut savoir s'il s'agit d'une allergie? Alors, la chose qu'on fait d'abord avec nos patients, c'est de les interroger longuement. C'est très important. La nature de la lésion, je vous l'ai dit, hein, c'est rouge, ça gratte, il y a une vésicule, ou la peau des squames, tout ça sont des signes d'allergie. Mais pas seulement. Ce qui est très important, c'est qu'on ait les circonstances déclenchantes. Est-ce que ça récidive? À quel moment? À quel horaire? Est-ce que c'est après manger? Et si c'est après manger, qu'est-ce qu'on a mangé? Notez tout ça parce qu'on n'a pas toujours rendez-vous chez son médecin ou l'allergologue immédiatement. Donc, c'est bien de noter dans ce que vous avez fait le jour où l'allergie, enfin, où la réaction s'est produite. Est-ce qu'il y a un terrain allergique? Est-ce qu'il y a une exposition des produits? C'est très important pour nous de connaître la profession des gens, de connaître leurs loisirs aussi, parce que des éruptions peuvent être liées à un contact dans l'environnement et c'est très important qu'on connaisse l'environnement. Tout cet interrogatoire donne généralement une orientation et on a de bonnes chances d'évoquer le diagnostic simplement en discutant. Maintenant, on va souvent plus loin et c'est là qu'on fait appel aux tests. Ces Par tests, contre, pardon Sophie, c'est passionnant tout ça, mais le temps file et il faut qu'on garde un peu de temps pour les questions. d'accord, oui, je me rends pas compte. Tu fais bien de me le dire. Je vais accélérer. Donc, comment on a deux sortes de tests, les prick tests et les patch tests. Et ces tests doivent être guidés par l'interrogatoire. Et c'est pour ça on fait pas toujours des tests. Il y a certaines situations qui ne nécessitent pas de test. Quand on vous fait pas de test, c'est qu'il n'apporterait rien. C'est pas qu'on veut vous négliger. Alors, je vous montre ce que c'est que des prick tests. Ça consiste à mettre une goutte sur la peau. On dépose des gouttes des différents allergènes sur la peau de l'avant-bras. On fait une toute petite égratignure et on attend ici de voir la réaction qui se produit au bout d'un quart d'heure. Et ça, ce sont des tests qu'on utilise pour explorer les allergies alimentaires ou respiratoires. Je vous ai mis, voilà, dans ma collection des choses un peu, des patients qui avaient une allergie là au poisson et au poulet. Là, c'est une allergie au quinoa, vous voyez, avec la réaction. Et vous, si vous voyez bien la réaction, eh ben, ça fait une réaction d'urticaire localisée. Ça, c'était les prick tests qui explorent les anticorps, les allergies immédiates. Et les patch tests explorent les allergies retardées, c'est-à-dire les eczémas de contact. Pour faire des patch tests, on applique sur ces bandes différents produits et on les garde en place 48 heures, puisque c'est une allergie retardée. On va lire de façon retardée à 2 ou 3 jours les différents tests qu'on a appliqués. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Les fragrances, c'est le test qui contient les parfums. Voilà une allergie au vernis à ongles.
et aux durcisseurs. Voilà une allergie à un conservateur qui était présent dans une crème utilisée par une patiente. Voilà la réaction. On reproduit l'eczéma à minima sur une petite parcelle de peau. Je vous montre d'autres réactions allergiques, hein, classiques de l'été. C'est les faux ainés qu'on fait au bord des plages et qui donnent de vraies allergies parce que ces ainés contiennent pas du tout de henné, mais une substance chimique, la même que celle que contiennent les colorants capillaires, mais à très forte concentration. C'est interdit normalement chez nous. Et enfin, les autres tests qu'on fait de façon plus rare, ce sont les tests de provocation. Vous voyez, on va faire manger un aliment à cet enfant qui est hospitalisé sous surveillance pour voir ce qui va se passer, ou on fait des tests médicamenteux de cette façon. Ce sont des tests qu'on fait dans des indications bien, bien précises. Et des tests sanguins, certains sont parfois utiles dans l'allergie alimentaire. Faites attention, il y a des tests qui sont proposés de détection de l'intolérance alimentaire. Ils n'ont aucune valeur, ces tests. Il ne faut pas les faire. Aucun test sanguin ne détecte l'intolérance alimentaire. Voilà, maintenant, il y a tout un tas de tableaux comme ça qui ne sont pas vraiment des allergies, ce qu'on appelle les peaux sèches, qui sont souvent les peaux atopiques, pour lesquelles il n'y a pas forcément une allergie précise. Il y a les peaux sensibles, intolérantes à tout. C'est les gens qui supportent aucune crème. Le simple fait d'appliquer quelque chose fait que ça réagit. Les peaux réactives au soleil, aux moustiques, au stress. Là, ce que vous voyez, la dame qui a le cou tout rouge, ça s'appelle un érythème pudique. Ce sont des gens qui, dès qu'ils ont un stress, se couvrent ici de plaques rouges. C'est pas grave, c'est pas dangereux, mais bon, c'est assez désagréable. Et là, c'est la peau atopique de quelqu'un qui a de l'eczéma, c'est l'arrière des genoux d'un enfant. C'est assez flagrant. Donc, tous ces peaux-là sont pas forcément allergiques, mais elles sont juste hyper réactives. Il faut adapter les réactions. On en arrive au traitement. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, bien évidemment, s'il y a un allergène, on le supprime. Si vous êtes allergique au parfum, vous allez éviter les produits parfumés. C'est une question de bon sens. Si vous êtes allergique au nickel, vous n'allez pas mettre de pièces métalliques directement à même la peau. Donc, l'éviction, elle dépend de votre allergie, si allergie il y a. Pour traiter les symptômes au niveau de la peau, c'est vrai que dans la plupart des cas, on utilise pour soulager les démangeaisons les antihistaminiques et pour soulager l'inflammation, les corticoïdes locaux en crème et on peut les utiliser sans crainte selon des protocoles même parfois prolongés. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. En revanche, les antihistaminiques en crème, c'est une mauvaise idée parce qu'ils sont allergisants localement. Le traitement de fond dans le cas de la dermatite atopique, c'est d'hydrater, hydrater, hydrater. Et voilà, si on rétablit l'étanchéité de la peau, on améliore énormément l'eczéma et c'est la base. Changer les habitudes, je vous l'ai dit, prendre moins de bains, se laver moins souvent, voilà, les mains, même si on a traversé une époque où on nous imposait un lavage des mains. Et puis, si on a de l'urticaire chronique ou un eczéma, il existe là aussi des associations, des écoles de l'atopie. Il y a des tas de choses pour vous aider. La prise en charge, ce sont des maladies qui sont chroniques et il faut être pris en charge par quelqu'un qui vous convient en vous donnant les conseils nécessaires. Et c'est là où les associations trouvent toute leur raison d'être aussi. Maintenant, on a des cas beaucoup plus résistants qui sont plus difficiles, mais on a de plus en plus de solutions. Donc, ces traitements antihistaminiques, il faut savoir, peuvent être dans certains cas de problèmes cutanés, notamment d'urticaire, être utilisés à des doses élevées, jusqu'à 4 comprimés d'antihistaminiques par jour. Les corticoïdes peuvent être utilisés, contrairement à ce qu'on pense, de façon prolongée, les corticoïdes locaux en crème, dans certains cas d'eczéma rebelle. Et on doit absolument, quand on n'a pas réussi à contrôler, et ce contrôle se mesure par des scores, si on n'a pas contrôlé son symptôme, il faut augmenter les traitements. Quand on est en échec malgré tout ça, on a d'autres traitements qui sont plus lourds, qu'on réserve pas du tout à la première intention, mais au cas plus rebelle. Ce sont les traitements immunosuppresseurs. Ce sont les biothérapies. Tous ces traitements agissent sur les réactions immunitaires et bloquent de façon, surtout pour les biothérapies, bloquent certaines parties précises de la chaîne de réaction immunitaire. Donc, ce sont pour les biothérapies des traitements qui se font par voie injectable, que maintenant on maîtrise bien, qui sont bien tolérés et qui permettent de venir à bout de cas très résistants.
Là, vous voyez, je vous ai mis une photo ici qui représente peut-être, pour ceux qui le reconnaîtront, Junus, qui est un dieu grec à double visage, parce que c'est juste pour faire une allusion à d'autres médicaments, les anti-JAK. Et les JAK, c'est pour les Junus kinases, les Janus kinases, pardon, qui sont des médicaments qu'on utilise maintenant depuis plus récemment dans des cas très précis qui ne sont pas dénués d'effets secondaires. Voilà, je vous les cite parce que pour que vous sachiez qu'il existe, même quand les choses semblent désespérées, elles ne le sont pas. Il y a toujours une solution. En tout cas, il y en aura de plus en plus. Et voilà, pour conclure, voilà, en résumé, la peau, c'est un organe complexe, hein. Les réactions les allergies sont des réactions immunitaires qui sont dirigées contre un allergène. Il y a des réactions qui ont un aspect allergique, mais qui ne le sont pas. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'allergie, c'est pas qu'on l'a pas trouvé, c'est qu'il n'y en a pas. Qu'on peut faire des tests pour identifier l'allergène, que les traitements peuvent être locaux, généraux, ils sont adaptés, on a toute une échelle thérapeutique selon la gravité. Retenez aussi que les produits naturels ne sont pas forcément les meilleurs, hein, pour la peau et que de nouveaux traitements permettent de traiter les formes les plus sévères des eczémas et des urticaires. Je suis désolée d'avoir été si longue, mais je vous remercie. Et voilà, et il y a plein de progrès qui sont à venir. C'est ça la conclusion. Merci beaucoup, Sophie. En tout cas, c'était absolument passionnant. Peut-être que tu peux arrêter ton partage d'écran. Bien sûr. Tu veux bien? Alors, Question, alors, c'est bon? question, oui. Question de Céline, qui a de l'urticaire chronique au froid, à la pression et cholinergique. Elle est également allergique au lait et elle voudrait savoir si l'urticaire peut s'arrêter. Parce que J'ai pas depuis compris la question. 2007, elle J'ai- connaît ces facteurs déclenchants, mais c'est difficile de se soustraire, de s'y soustraire. Est-ce que l'urticaire peut s'arrêter à un moment? Ouais, l'urticaire peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter au bout de quelques années. Le truc, c'est qu'on ne peut pas dire quand. Mais c'est, voilà, on est dans le cas d'une urticaire chronique avec une composante physique, hein, au froid, à la pression. Ça peut s'arrêter. Maintenant, c'est vrai qu'il faut, si on n'arrive pas à la contrôler, il faut qu'elle reconsulte et qu'on voit si elle ne peut pas relever d'un autre traitement. Il faut changer les traitements jusqu'à ce qu'on arrive à contrôler. Et oui, un jour, ça s'arrête parfois, l'urticaire. Oui. Karine demande si on peut faire une réaction allergique à un vaccin. Ça arrive et c'est extrêmement rare. Il y a des réactions fréquentes au vaccin qui sont des réactions locales. Quand une réaction est locale ou qu'il y a une fatigue, ça n'a pas vraiment de caractère inquiétant. Les réactions au vaccin sont très rares, mais elles peuvent arriver. On peut faire des réactions allergiques à tout, mais les vaccins sont loin d'être les premiers pourvoyeurs d'allergies en matière de médicaments, hein. Mamie canne à sucre qui est allergique à l'aloe vera, qui se plaint aussi des chenilles processionnaires, nous dit je fais un prurigo que j'ai pris longtemps pour une allergie avant d'être diagnostiqué par un dermato. Vous mettez ça dans quelle catégorie, le prurigo? Le prurigo, c'est pas une infection allergique. C'est pas, alors, elle peut avoir une peau réactive, mais souvent, le principal problème dans le prurigo, c'est le grattage. Ça, c'est ce que je vous disais au début de la présentation. Le grattage qui entretient une espèce d'infection permanente de la peau qui fait une croûte et on gratte la croûte et ça se réinfecte et on se regratte et ça se réinfecte. C'est un problème un peu chronique comme ça, le prurigo. Et les gens sont très très embêtés avec ça parce qu'ils n'en voient pas le bout. Et c'est vrai qu'il faut essayer de absolument contrôler la démangeaison pour stopper le cercle vicieux. Euh, Dorian, tu as des questions? Le temps que je lise les autres questions. Je te laisse lire, Christine. Moi, j'ai noté quelques plus petits trucs, pardon. Tu as parlé d'intolérance, tu as parlé d'allergie. Est-ce que peut-être on peut rappeler que l'intolérance n'est pas une allergie aux gens, parce qu'il y a souvent cette confusion qui est faite, l'intolérance aux protéines de lait de vache, et du coup, on arrête de donner tout aux enfants et on prend peut-être d'autres choses qui sont potentiellement allergisants après. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ça?
bien sûr, c'est vrai, tout à fait raison. C'est une confusion, une association qui est faite entre intolérance et l'allergie. L'allergie, c'est une réaction immunitaire qui est due à une sensibilité particulière d'une personne qui n'est pas due à la toxicité d'une substance. L'intolérance, c'est une réaction directe de mauvaise tolérance locale, soit d'un produit appliqué sur la peau, soit ingéré. Donc, il y a des gens qui digèrent pas bien le lait. L'intolérance au lait est due à un sucre du lait qui s'appelle le lactose et qui provoque, quand il est mal digéré, des ballonnements, des diarrhées. C'est pas du tout une réaction allergique, c'est une réaction de difficulté digestive qui s'arrange généralement en diminuant la quantité de lactose. Ça n'interdit pas du tout la consommation de protéines du lait parce que les protéines sont responsables, elles, de la vraie allergie au lait de vache avec des symptômes allergiques, c'est-à-dire de l'urticaire, des œdèmes, une réaction immédiate qui peut être sévère et qui, elle, justifie l'éviction, au moins pour quelque temps, du lait de vache. Mais c'est vrai que ce sont des réactions tout à fait différentes. Les intolérances alimentaires sont des réactions peu sévères, très désagréables, mais qui n'ont pas un mécanisme allergique. Merci. J'avais une autre question, j'en profite pendant que j'ai la parole. Il y a l'eczéma professionnel qui concrètement pourrit la vie des gens. Là-dessus, c'est quelque chose enfin, de très, très difficile à vivre. Enfin, comment on fait pour aider ces patients qui peuvent souffrir d'eczéma professionnel et qui se trouvent parfois tout seuls, isolés ou qui ne sont pas au courant justement des solutions qui peuvent exister? Alors, quand on arrive à résoudre, quand la solution peut se trouver facilement en changeant de poste de travail ou en changeant de produit, enfin bon, et qu'on arrive en discutant avec l'allergologue à trouver une solution qui est simple et à résoudre le problème, c'est très bien. Dans un certain cas, comme tu dis, ça pourrit la vie, on ne trouve pas de solution, on n'y arrive pas. Et ça, c'est utile dans ces cas-là d'aller dans des consultations de pathologie professionnelle, dans des services spécialisés, donc il y en a un peu partout. Ils sont pas très nombreux, mais c'est des gens extrêmement compétents qui ont d'une part des outils pour faire des tests très précis sur les allergènes professionnels et pour prendre en charge au long cours cette pathologie professionnelle, tant sur le plan médical que social, hein. Christine, Euh, des questions? et, C'est encore une ou deux en stock sinon. alors, Elébor qui nous dit bonsoir, on peut donc avoir plusieurs formes d'eczéma, d'allergie, etc. Ah oui, c'est vraiment, j'allais dire open bar, mais quand on a un terrain allergique, on est sujet à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on va tout avoir. Il y a des gens qui, toute leur vie, auront pour simple manifestation allergique un rhume des foins qui va durer 15 jours, qui les gêne très peu, et le reste du temps, ils sont tranquilles. Et à l'inverse, on a à l'opposé des gens qui sont très embêtés, qui ont à la fois l'asthme, l'eczéma, le rhume des foins, l'allergie alimentaire, les allergies croisées, qui sur l'eczéma font des allergies de contact. C'est-à-dire que tout est possible, mais c'est vrai que le terrain allergique prédispose à fabriquer l'une ou l'autre des symptômes, l'un ou l'autre des symptômes allergiques, et parfois plusieurs. Ouais. Et on peut être allergique à plusieurs choses, hein. 70% des gens allergiques sont polysensibilisés, c'est-à-dire qu'ils sont allergiques à plusieurs choses. Donc, Elébor qui dit haha, je fais fort. Bon, Eh bien, voilà. bravo, exactement. Voilà, on ne fait pas un concours, hein. Euh, Linda demande s'il y a des allergies aux excipients utilisés pour les antibiotiques. Alors, ça a été décrit, c'est peu fréquent, c'est un sujet de discussion régulièrement. En tout cas, c'est pas très fréquent. Il faut en faire la preuve pour le savoir et faire des tests là aussi en milieu hospitalier. Euh, c'est pas la cause la plus fréquente des allergies médicamenteuses sévères, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, je confirme à Arc que l'on dit une urticaire. Urticaire, oui, c'est une Urticaire, c'est urticaire. féminin. C'est féminin. Dorian, Ouais, je vais regrouper mes deux questions en une. Je vais essayer de faire fort. Sur l'allergie, par exemple, au pollen, on sait qu'il peut y avoir des symptômes et des tests négatifs. Donc, est-ce que ça existe sur les fameuses allergies de contact? Et ma deuxième question, on parle souvent d'allergies croisées, pollen-aliments. Est-ce que c'est peut-être une question naïve, mais est-ce que ça existe aussi avec les allergies de contact? Oui, 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 oui. Il y a des allergies croisées.
puisque une allergie croisée, en fait, c'est une réaction allergique à un composant qu'on retrouve dans différentes choses. Donc, en matière de pollen, par exemple, les gens allergiques au pollen de bouleau peuvent réagir quand ils mangent des pommes ou des pêches parce qu'il y a des protéines qui sont communes et qu'on va retrouver et dans le bouleau. Donc, on respire le pollen, on a des réactions respiratoires, puis on mange la pomme et on va avoir des réactions alimentaires. C'est la même chose quand on est allergique à un conservateur qui est présent dans une crème, on peut retrouver ce conservateur dans un autre produit cosmétique, ou quand on est allergique à un antibiotique ou un anti-inflammatoire qu'on a pris en comprimé et on s'applique une crème anti-inflammatoire 10 ans plus tard, on peut réagir. Donc il y a des croisements dans les molécules, dans les réactions allergiques cutanées comme dans les réactions allergiques alimentaires. Parfait. Moi, j'avais une question qui était arrivée au numéro vert. Est-ce que lorsqu'on souffre d'eczéma, une aide psychologique peut aider? Parfois, oui. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire qu'une aide psychologique peut aider à chaque fois qu'on en ressent le besoin. À chaque fois, il y a là aussi, enfin, je dis tout le temps ça, mais il y a toutes les formes. Il y a des gens qui ont un eczéma modéré, avec lequel ils vivent très bien. Il y a des gens pour qui c'est difficile. Il y a des enfants qui ont une vie difficile à cause de leur eczéma. On sait que tout ce qui est physique chez les enfants, ça peut poser un problème quand c'est très voyant de discrimination, de rejet, voilà, de maltraitance. Et dans ces cas-là, bien sûr, et par ailleurs, donc il y a les conséquences de l'eczéma, et puis il y a aussi le fait que le stress engendré par ce regard des autres aggrave l'eczéma. L'eczéma lui-même sensible au stress, à la douleur, et bien sûr qu'il faut prendre en compte le confort psychologique comme dans l'allergie alimentaire, quand elle est très sévère et qu'elle implique une forme d'exclusion parce qu'on ne peut pas manger à la cantine la même chose que les autres. Quand on a l'eczéma, pour les enfants qui vont à la piscine, s'ils peuvent y aller, parce que ce n'est pas une très bonne idée sur l'eczéma atopique, mais chez l'enfant ou chez l'adulte, tout ce qui modifie le regard des autres, oui, a un retentissement. Et l'aide est la bienvenue, bien sûr. Question de Rachid. Je faisais des réactions généralisées cutanéo-muqueuses sans œdème de Quincke. Pour les prick tests, est-ce que je peux les faire en ambulatoire ou en intra-hospitalier vu le risque? Alors, oui, la question se pose et je suis incapable d'y répondre là sur un cas particulier, mais la question se pose. Et si, il y a eu des réactions de type anaphylactique, notamment vis-à-vis de certains aliments comme les noix de cajou, le chèvre, enfin, quand il y a eu un antécédent à l'anaphylactique, on commence pas forcément par les tests cutanés en cabinet. On peut faire une partie de l'exploration en cabinet, on peut prescrire là des dosages d'IgE, hein, d'anticorps en prise de sang qui vont apporter beaucoup d'éléments et on a l'habitude d'orienter nos patients à l'hôpital quand on estime que ça serait dangereux de faire le test. Oui. Oui. Dorian, tu as une dernière question? Je suis en train de relire mes notes, mais on a répondu à plein de choses. Dont j'avais noté est-ce qu'on est plus sujet aux infections quand la peau est abîmée? Mais j'ai bien compris que oui, du coup, Bien sûr. et que le terrain familial a un impact important sur tout ça. Donc, moi, j'ai pas d'autres questions, mis à Alors part moi, que. j'en avais une toute dernière qui concerne l'activité physique et sportive. Quand on souffre d'eczéma, est-ce qu'il y a des Alors, tu poses précautions particulières à prendre? une dernière petite question énorme sur l'activité physique et eczéma, mais Oui, voilà. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a des gens pardon. chez qui l'effort physique va exacerber l'eczéma parce que la circulation sanguine est augmentée, parce qu'aussi il peut y avoir des phénomènes de frottement. Il y a certains sports qui exposent à des frottements, à des vêtements qui sont irritants. Donc, ça peut être une cause d'exacerbation de l'eczéma. Maintenant, compte tenu des bienfaits du sport, il faut faire en sorte qu'on adapte l'activité physique à l'eczéma et puis qu'on adapte les traitements et les vêtements Mais effectivement, il y a une interaction qui est incontestable, mais il faut l'aborder en consultation pour avoir les conseils pratiques. Parfait. Merci beaucoup.
Merci infiniment. J'espère que vous avez tous trouvé des réponses à vos questions. Sachez que cette conférence sera disponible en replay sur la page de l'association. Vous avez aussi à votre disposition le numéro vert 0800 19 20 21. N'hésitez pas à appeler. Si vous voulez encore poser des questions écrites, je pense qu'on pourra les faire passer au docteur Sophie qui Avec, généralement répond rapidement. avec Et merci à tous. Merci Sophie, merci Dorian. Je vous souhaite un très bon été. On se retrouve au mois de septembre pour le prochain webinaire. Voilà. Merci beaucoup à tous et à Au bientôt. revoir. Au revoir.